Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Carrefour Santé, ravi de vous retrouver ce soir. Qui a dit que la santé n'est pas seulement l'absence de la maladie, c'est une joie intérieure que nous devrions ressentir tout le temps. Un état de bien-être positif. Point de citation. L'indo-américain Chopra Deepak. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonjour. Ce soir, nous allons traiter des cancers du sang ou cancers hématologiques. On en parle au pluriel parce qu'il en existe plusieurs variétés. Ce soir donc, pour répondre à nos questions sur les cancers hématologiques, nous avons invité sur ce plateau de Carrefour Santé l'éminent professeur d'hématologie Alexis Elira Dokekias. Bonjour professeur. Bonjour Patrice. Professeur, vous êtes un habitué de ce plateau, donc on ne vous présente plus aux téléspectateurs. Mais, déontologie oblige, je vous laisse quand même le soin de vous présenter aux nouveaux téléspectateurs. Merci Patrice. Je suis professeur Alexis Elira Dokekias. Je suis spécialiste des maladies du sang et spécialiste en médecine interne. Je suis donc chef du service d'hématologie au CHU de Brazzaville. Je suis directeur du diplôme d'études spécialisées en hématologie à la faculté des sciences de la santé au niveau de l'université Marie-Ngouabi. Et j'exerce les fonctions de directeur général du Centre national de référence de la drépanocytose Antoinette Sassou Nguesso. Très bien. Alors, professeur, le cancer du sang, qu'est-ce que cela signifie? Et pourquoi parle-t-on des cancers hématologiques? Bien, merci. Je pense qu'avant tout propos, je dois quand même ici exprimer toute notre gratitude envers Madame Antoinette Sassou Nguesso, présidente de la Fondation Congo Assistance, comme si vous le savez, est engagée dans la lutte contre les maladies chroniques. Et parmi ces maladies, vous connaissez, il y a des maladies aiguës comme le paludisme, des maladies comme le problème du VIH-Sida, le problème de la santé de la mère et de l'enfant, et surtout dans le cas de la lutte contre les cancers. Et je crois qu'elle a prouvé par sa générosité des actions entreprises, notamment en conduisant beaucoup de choses dans le cas de la chaîne des espoirs, qui permettent de soulager beaucoup de patients qui ont des problèmes de maladies chroniques. Le deuxième hommage et la reconnaissance que je dois rendre, c'est envers mon maître, le professeur Charles Gombe Mbalawa. Vous savez, le professeur Charles Gombe Mbalawa est un éminent professeur émérite qui a contribué dans le cadre de la lutte contre le cancer en Afrique et qui a eu donc à contribuer de beaucoup pour l'explosion de la lutte contre le cancer dans notre pays, le Congo. Alors, pour revenir sur votre question, les cancers hématologiques, ce sont donc des variétés de cancers qui touchent le sang et les organes dérivés. Alors, vous savez que le sang est un tissu qui est fluide, qui est visqueux, qui coule dans les artères et les veines, qui nourrit tous les tissus humains. Et par conséquent, ce sang a une usine qui la produit. L'usine, c'est ce qu'on appelle la moelle osseuse. Il ne faut pas la confondre avec la moelle épinière. Parce que la moelle osseuse, elle se situe entre les tablettes des os. Et cette moelle osseuse est produite depuis l'époque de l'embryon, quand on est dans le ventre de la maman, jusqu'au stade où on passe à l'étape fœtale. Et même si à l'étape fœtale, la production des cellules du sang dépend du foie et de la rate à un moment donné, mais définitivement à l'âge adulte, elle se fait au niveau donc de la moelle osseuse. Et il doit situer que les structures, qu'on appelle les structures relais du sang ou de la moelle osseuse, sont représentées par les ganglions, qui sont des carrefours qu'on trouve autour des vaisseaux, sont également représentés par des formations qu'on appelle les formations des tissus du sang dérivé. Ce sont des tissus lymphoïdes que l'on peut retrouver au niveau de la bouche, au niveau de la gorge, le long du tube digestif, au niveau donc du foie, encore une fois, au niveau des poumons, au niveau des os, au niveau de la peau et au niveau du plancher du système nerveux central. Voilà un peu. Je crois que pour le commun de mortels, lorsqu'il connaît quelles sont les structures du sang, lorsque nous aurons en détail à parler des cancers du sang, je crois qu'ils vont comprendre. En fait, de façon globale, un cancer, ça a été défini, c'est quoi? C'est une multiplication anarchique, désordonnée, incontrôlée des cellules de l'organisme. Parce que nous sommes bâtis, certainement, selon Dieu, à l'image que notre corps humain est représenté par ces tissus. Et que ces tissus ont une multiplication qui doit être contrôlée. Donc leur développement est contrôlé et ces tissus, à un moment donné, doivent arriver à ce qu'on appelle la sénescence, c'est-à-dire au vieillissement. À partir de là, ces tissus qui vieillissent doivent être renouvelés. Pour qu'elles soient renouvelées, il ne faudra pas que ça se renouvelle anarchiquement.
Donc il faudrait qu'il y ait un contrôle. Et partir de là, si le contrôle échappe, parce que l'immunité de l'individu n'arrive plus à contrôler ce qu'on appelle donc la multiplication des cellules et que n'arrive pas à freiner le processus de multiplication, donc à partir de là, on va aboutir à la jeunesse qu'on appelle un cancer. Alors, donc le cancer, de façon globale, c'est celui-là. Mais le cancer du sang, mais c'est tout simplement parce que ce processus touche la moelle osseuse, touche le sang, touche les organes de relais. Donc, il n'y a pas de différence en termes sémantiques sur le plan de définition avec les cancers qui touchent les autres tissus et les organes. Voilà. En français facile. Hein? Quels sont les symptômes d'un cancer du sang? Et puis définissez-nous le type de cancer du sang. Voilà. Il existe plusieurs variétés de cancers du sang. Il était important que je puisse rappeler les organes du sang pour que les gens comprennent. Les premières variétés des cancers, les cancers peuvent toucher d'abord la moelle osseuse, dont l'usine qui produit les cellules du sang. Les cancers peuvent toucher les ganglions. Ce sont des organes relais qui ne doivent pas être touchés par un individu, qui ne doivent pas être palpés, mais ces organes existent au niveau dans les carrefours des vaisseaux sanguins, j'ai dit. Vous avez la rate, qui est aussi un organe lymphoïde. Dans les conditions normales, la rate, elle est en dessous de côte, on ne doit pas la palper. Et elle a un poids qui ne doit pas dépasser 100 grammes dans les conditions normales. Donc, vous avez également le foie à travers les cellules lymphoïdes du foie, qui est un tissu qui ne doit pas gonfler normalement. Donc, également, je vous ai parlé, le long donc du tractus digestif, depuis ce qu'on appelle les amygdales, qui se situent donc proche de la gorge, le long du tube digestif, donc le long de l'œsophage, de l'estomac, du duodénum, l'intestin grêle, le gros intestin, tout au long là-bas, il y a ce qu'on appelle des structures lymphoïdes. Ça veut dire quoi? Les cellules du sang, il y a plusieurs variétés. De ces cellules, il y a ce qu'on appelle les cellules lymphoïdes, qui sont proches des ganglions, donc de coloniser les ganglions et la rate. Et il y a ce qu'on appelle les cellules myéloïdes. C'est un terme savant, je ne peux pas le changer. Ces cellules myéloïdes sont de la moelle osseuse et ces cellules myéloïdes, on les trouve dans le sang qui est un tissu mûr. Alors, donc ce qui va se passer, nous aurons donc des cancers du sang, proprement dit, lorsque c'est la moelle osseuse qui est touchée en premier, puisque la naissance est là, l'anomalie qui va faire multiplier les cellules, parce qu'il y a des conflits de chromosomes qui vont faire multiplier les cellules pour qu'on ait un cancer du sang, partent de la moelle osseuse, et en partant de la moelle osseuse, ce désordre va faire qu'on puisse avoir la colonisation des autres tissus sanguins, que sont le sang lui-même, que sont les ganglions, que peuvent être la rate, peuvent être les amygdales, peuvent être les cellules du cerveau. Donc, le cancer du sang, c'est un cancer qui se développe à partir des cellules et des tissus sanguins, à partir des tissus de la moelle osseuse qu'on appelle les tissus médulaires, et à partir des tissus lymphoïdes au niveau des organes relais que sont la rate, le foie, les amygdales et que sais-je encore. Voilà un peu les principales localisations. Maintenant, les variétés de cancers, il y en a deux grandes variétés. Il y a ce qu'on appelle des cancers aigus du sang, c'est ce qu'on appelle les leucémies aiguës, et il y a ce qu'on appelle des cancers chroniques du sang. Chroniques parce que le mode d'installation et l'évolution de ces cancers prend du temps, dans le cadre comme d'une chronicité. Donc à partir de là, il y a donc certains cancers qui peuvent éventuellement prendre le temps. Donc dans les leucémies même aiguës qu'on appelle les leucémies, selon la cellule qui était atteinte au niveau de la moelle osseuse, on distingue ce qu'on appelle les leucémies aiguës myéloïdes. Je viens encore sur le tissu myéloïde, parce que le tissu-là fait l'essentiel des cellules du sang, et le tissu lymphoïde. Donc selon le type de multiplication, donc de prolifération qu'on appelle chez nous en termes scientifiques, il y aura donc des leucémies qui sont myéloïdes et il y aura des leucémies qui sont lymphoïdes. Et ces leucémies, que ce soit myéloïdes ou lymphoïdes, il y en a qui sont aiguës, donc je vous l'ai dit, et il y en a qui sont chroniques. Et que la répartition, on en verra certainement, sachez que les cancers du sang sont ubiquitaires, c'est-à-dire qu'on les trouve sur toute la planète. Il y en a dans tous les continents. Et ça touche tous les âges. Donc par conséquent, les cancers qu'on dit aigus sont redoutables. Parce que ces cancers sont très mortels.
dans 6 mois, quand on a fait le diagnostic de ce qu'on appelle un cancer du sang aigu, quand le malade n'est pas traité, il est mort. Par contre, les cancers chroniques, la différence c'est ça. Il y a ce qu'on appelle des leucémies chroniques, qui peuvent être des leucémies chroniques myéloïdes, je reviens encore sur le tissu, ou qui peuvent être des leucémies chroniques lymphoïdes. Les noms sont un peu savants, je crois que le commun des mortels ne veut pas savoir ça. Le commun des mortels veut savoir qu'il a des cancers aigus du sang, des cancers chroniques du sang, qui ces cancers se différencient selon la tête du tissu, que ce soit le tissu myéloïde, qui est un tissu qui provient de la moelle osseuse, le terme myéloïde provient de médulaire, ça provient de la moelle osseuse, et des cancers qui sont lymphoïdes, parce que les cellules lymphoïdes aussi sont produites à partir ou de la moelle osseuse, et passent par des relais, que sont un organe provisoire qui est situé en dessous de la gorge ici, qu'on appelle le thymus. C'est un organe qui disparaît dans le temps, et ça entraîne ici donc l'altération d'une variété des cellules lymphoïdes qu'on appelle les lymphocytes T, que vous connaissez bien, qu'on en cite dans le cas du VIH, SIDA et autres. Et par contre, lorsque c'est une variété de lymphocytes qui sont les lymphocytes B, grand B, ici, donc la maturation de ces cancers se fait à partir de la moelle osseuse. Donc, pour dire, les cancers du sang, on définit, c'est une multiplication anarchique, incontrôlée, des cellules de la lignée myéloïde ou des cellules de la lignée lymphoïde au niveau de l'usine qu'on appelle la moelle osseuse. Maintenant, ces cellules, dans les conditions normales, doivent subir une maturation, doivent mûrir pour devenir des cellules mûres qu'on appelle des hématies. Donc, des cellules mûres qu'on appelle des globules blancs, dans les leucocytes, qui permettent de se défendre, et des cellules mûres qui assurent donc le contrôle du saignement, de la coagulation, qu'on appelle des plaquettes. Alors, lorsque ces cellules se multiplient dans la moelle osseuse, elles sont incapables d'achever leur maturation. Ça veut dire que de terminer leur maturation pour devenir globules rouges, pour devenir globules blancs, pour devenir plaquettes. Et quand elles n'achèvent pas leur maturation, elles vont s'accumuler dans la moelle osseuse, elles vont déborder dans le sang, elles vont aller coloniser ces formations des ganglions que j'ai parlé qui sont autour des carrefours, elles vont coloniser la rate. À partir de là, la rate va gonfler. À partir de là, les ganglions vont gonfler. À partir de là, quand ça envahit les os, on aura mal aux os, on aura mal dans le dos, on aura mal aux os lents. Et ces cellules peuvent aller même dans le cerveau. Et quand ça va au niveau du cerveau, ça envahit le cerveau. Et à partir de là, c'est un facteur important qui n'est pas en termes pronostiques par rapport au cancer du sang. Donc voilà un tout petit peu la situation géographique, la situation topographique qu'on appelle en termes de situation, comment on situe les cancers du sang, qui sont donc des cancers qui sont multiples. Et chez nous, il y en a suffisamment et il y en a beaucoup, malheureusement. Parlez-nous un peu des symptômes. Bon, les symptômes, ça dépend du type de cancer. Donc, lorsque le cancer, comme j'ai dit, c'est une multiplication, ça veut dire que ça va entraîner le gonflement. Lorsque ce gonflement se fait, parce que les cellules ne peuvent pas achever leur maturation, c'est-à-dire au lieu que les globules rouges soient produits, au lieu que les globules blancs soient produits en termes de maturation, qu'on ait des globules blancs mûrs qu'on appelle des leucocytes, des lymphocytes mûrs, qu'on trouve au niveau des globules rouges qu'on appelle des hématies mûres, qu'on trouve au niveau des cellules de la lignée qu'on appelle la lignée qui contrôle les phénomènes d'hémorragie qu'on appelle les plaquettes. Comme les cellules se multiplient, n'achèvent pas leur maturation, quand elles se multiplient, elles vont entraîner un gonflement. Lorsqu'elles n'achèvent pas leur maturation, elles vont entraîner une insuffisance des cellules mûres, puisqu'elles ne peuvent pas se multiplier pour continuer à subir leur maturation. À partir de là, ils vont manquer donc des hématies, il va manquer donc des globules blancs. C'est paradoxal, puisque le cancer, c'est une multiplication, ça entraîne beaucoup de globules blancs. Mais les globules blancs que ça entraîne, ce sont des globules blancs qui ne sont pas matures, ou sont des globules blancs qui ont subi une maturation, mais qui se bloquent à un moment donné. Ce qui veut dire qu'ils vont manquer même des plaquettes sanguines, ce qui fait que les symptômes sont accumulés à ça. Ça veut dire quoi? 1. Le patient, il peut venir. Dans les pays africains, c'est difficile d'avoir un patient qui vient où on fait un examen systématique, on dépiste, tac, on va aller vers le cancer du sang. Souvent, chez nous, on a un long parcours. On a fait la fièvre, on pense d'abord au paludisme. On a fait la diarrhée, on pense que c'est parfois des microbes autres. Le problème, quand c'est que les symptômes du sang, du cancer du sang, sont multiples. Les plus importants, c'est 1, les signes d'insuffisance, c'est quoi? On peut faire de l'anémie. Cette anémie dure
Ça, c'est pas normal. Deuxièmement, on commence à faire des infections répétées. On a mal à la gorge, on tousse, on peut avoir une infection du poumon, on peut avoir une infection généralisée. Tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas de globules blancs produites qui soient capables de défendre l'organisme. Troisième symptôme, on peut saigner. On peut saigner du nez, on peut saigner de la bouche, on peut vomir du sang, on peut avoir des règles abondantes. Tout ça, c'est le reflet du fait que les plaquettes sanguines, qui sont des cellules, quand elles ont subi dans leur précurseur une maturation normale, elles assurent le contrôle de la coagulation. Ça, c'est la partie insuffisance. Maintenant, les symptômes en rapport avec le gonflement, ça peut être la personne a un ganglion qui parcourt au niveau du cou, un ganglion au niveau de l'aisselle, un ganglion au niveau des régions inguinales ici, donc ça gonfle. On se dit j'ai un ganglion qui est là, on ne s'inquiète pas. On peut sentir du poids du côté gauche du ventre. Et ce poids du côté gauche du ventre vous amène chez un médecin, peut trouver que ce qui est au niveau de gauche du ventre qui a gonflé, c'est la rate. On peut constater un gonflement du foie. On peut constater qu'on a des douleurs des os. Et on peut confier, quand on examine le patient, ça c'est le rôle du médecin, quand il va voir sa bouche, il va voir la bouche du patient à des amygdales qui sont gonflées. Donc, ce n'est pas les amygdalites qu'on trouve chez les enfants de façon chronique et banale chez nous en Afrique au Congo. Donc, les amygdales sont gonflées. On peut trouver que cette personne a des gencives qui gonflent. Les gencives. Oui, qui gonflent. On peut trouver aussi que cette personne peut avoir des os qui sont cassés subitement, sans traumatisme. On a une fracture qui apparaît soit au niveau des os longs, ou quand cette fracture apparaît au niveau des vertèbres, elle est redoutable parce qu'elle paralyse la personne subitement. Tout ça, c'est les reflets de certaines variétés de cancers. On peut aussi trouver la personne vient ne pisse plus, fait de l'insuffisance rénale aiguë. Et cette insuffisance rénale fait qu'il ne pisse plus, tout simplement parce que soit le cancer a bloqué les voies urinaires, ou soit parce que le cancer a produit des substances qui sont très dures, pierreuses, qui peuvent se précipiter au niveau de l'arbre urinaire. Donc, voyez-vous, les symptômes sont multiples. Donc, je résume. Il y a des symptômes liés à l'insuffisance de production des cellules du sang. En premier, l'anémie. En deuxième, l'infection. En troisième, l'hémorragie. Et on peut avoir ces symptômes qui soient associés ou isolés. Deuxièmement, les symptômes liés au gonflement, parce qu'il y a une multiplication des cellules, c'est ce que je vous ai cité. Ça peut être, on a mal à la tête parce que la maladie atteint le cerveau. Ça peut être l'enfant, les testicules sont gonflés. On pense que c'est infectieux alors que c'est une infiltration par la maladie. Les gencives sont gonflées, les amygdales sont gonflées, les ganglions apparaissent au niveau du corps, des douleurs au niveau des os, des fractures osseuses. On peut trouver la rate qui a gonflé. Tout ça, ce sont des symptômes liés au gonflement. Il y a tout un tas d'autres symptômes qui existent, qui sont liés au gonflement, pour lesquels le commun des mortels ne peut pas comprendre. Donc, je ne m'étendrai pas là-dessus. Et que l'essentiel, c'est de savoir que chaque fois qu'on a une anémie qui traîne, chaque fois qu'on a un enfant qui fait des infections répétées, chaque fois qu'on a trouvé un enfant a eu un saignement, aussi banal qu'il soit, du nez, de la bouche ou de quelque part, y compris dans les urines, lorsque ces symptômes peuvent ou ne pas s'associer au signe de gonflement que j'ai cité, ok, là, on doit suspecter un cancer du sang. Maintenant, pour faire le diagnostic, on passe faire une prise de sang. On fait d'abord une numération sanguine. C'est une prise de sang. C'est pour ça que dans les pays qui ont des moyens, une personne doit avoir un check-off qui est fait régulièrement par an. Et c'est ce bilan systématique qui permet de constater les anomalies du sang. Et que si cette anomalie persiste, parce qu'on fait de l'anémie chronique, qui commence à dire qu'on apporte de transfusés, d'autres donnent des médicaments n'importe comment, ou alors lorsque la personne fait des infections répétées, on trouve qu'il y a une baisse des neutrophiles, c'est-à-dire des cellules du sang qui permettent de se défendre correctement, qu'on appelle les polynucléaires neutrophiles, c'est une variété de leucocytes, donc des globules blancs, ou lorsqu'on trouve que les plaquettes sont diminuées anormalement, et lorsque cela est associé aux symptômes que j'ai évoqués, à partir de là, on doit suspecter un cancer du sang. Alors, dans certains cas les plus flagrants, c'est que cancer équivaut à une augmentation des globules blancs. Donc, on va trouver des gens qui ont un nombre de globules blancs augmenté. Et à partir de là, lorsqu'on fait l'expertise des globules blancs, on peut déjà définir quelle est la variété de la maladie cancéreuse. Voilà.
Est-ce que, professeur, on peut parler des facteurs de risque du cancer du sang? Oui. Vous savez, pour l'instant, nous sommes un peu insuffisants en termes de recherche, donc tous les chercheurs se battent pour essayer de voir si le cancer a une cause. Pour l'instant, les cancers, on ne peut pas identifier la cause telle qu'elle. Par contre, enfin, tous les cancers ou... Tous les cancers. Par contre, il y a ce qu'on appelle des facteurs étiologiques. Parce que si on avait des causes déjà pour certains cancers, on pouvait déjà arrêter à plus de cancers. Oui, on anticiperait. Voilà. Donc, par conséquent, comme ce sont des facteurs qu'on appelle des facteurs étiologiques, là, ça, il y en a beaucoup. Dans le contexte africain, il y a des facteurs spécifiques chez nous. Lesquels? Parce qu'il est dit que le sujet de race noire peut faire aussi le cancer comme le sujet de race blanche. Là, il n'y a pas de problème. C'est un consensus. Par contre, il y a des facteurs génétiques. Les facteurs génétiques sont subordonnés à plusieurs facteurs. Soit parce que l'enfant a eu donc des anomalies génétiques, comme les enfants qu'on appelle les Mongols chez nous, donc les enfants qui ont la trisomie 21, donc qui ont un comportement un peu tel quel. C'est une anomalie chromosomique parce que au niveau des paires des chromosomes, il y a 3 chromosomes au niveau de la numérotation 21 au lieu d'avoir 2 comme d'habitude. Ou d'autres enfants qui ont d'autres maladies génétiques qui existent. Inutile de vous les citer. Ceux-là sont prédisposés. Deuxièmement, l'un des facteurs importants sont les hydrates de carbone. C'est-à-dire quoi? Tous les dérivés des hydrocarbures peuvent être cancérigènes. C'est ce qu'on appelle, ce sont des facteurs qui sont leucémogènes. Ça veut dire qu'il est prouvé ici, chez nous, dans nos cohortes ici, que certaines personnes qui ont travaillé longtemps en manipulant les hydrocarbures et dérivés ont développé, à un moment donné de leur histoire, des cancers. Et certains en sont déjà morts, malheureusement. Il y a ce qu'on appelle des radiations. Vous savez, lorsqu'on a bombardé Hiroshima, lorsqu'il y a eu les problèmes de la catastrophe à Tchernobyl, il y a eu des irradiations. Et ces populations qui ont été soumises à ces radiations, que ce soit des radiations ionisantes ou des radiations issues des déchets nucléaires et autres, ces éléments sont associés au risque du développement de certains cancers. Et on a trouvé qu'il y a eu beaucoup de cancers, dont les cancers du sang qui ont émergé dans ces zones. Nous avons aussi ce qu'on appelle des facteurs liés aux infections. Et parmi ces facteurs, il y a un virus important qui fait partie de ce qu'on appelle la famille des virus herpès. Donc le virus s'appelle le virus Epstein-Barr, parce que c'est ces grands auteurs qui ont découvert ce virus qui ont donné donc ce nom d'Epstein-Barr. Et ce virus Epstein-Barr stimulerait certaines cellules qu'on appelle les cellules lymphoïdes B et font qu'il y a certains cancers des ganglions ou des cancers de type leucémie qui se développent à partir de ce virus. Au Japon, par exemple, aux Caraïbes, il y a un virus qui est proche de la famille des virus du VIH-Sida, qui fait approche de la famille des rétrovirus. Excusez-moi, le nom scientifique, on appelle le virus comme ça, HTLV1-2, c'est-à-dire Human T Leukemia Lymphoma Virus. C'est un virus qui est transmis à travers la voie forestière et ce virus est associé à l'éclosion de certaines variétés de leucémie et de lymphome. Mais il y a beaucoup de causes qui existent, des facteurs environnementaux qui existent. Il est également démontré que la poussière du bois, ceux qui sont chez nous exposés à la poussière du bois, au niveau usinage ou au niveau du tronçonnage, sont également exposés à développer certaines variétés de cancers des ganglions. Tout ça, ce sont des facteurs étiologiques. Ces facteurs, et en plus des facteurs alimentaires, c'est uniquement des constats, des études observationnelles. Et après, qui ont fait l'observation, l'objet de travaux in vitro, c'est-à-dire devant un organisme, on fait des travaux dans un laboratoire, on démontre la coexistence entre ce facteur et le risque de développement des cancers du sang. Donc, il y a donc tout un tas de facteurs qui existent. Donc, si le jour où on aura à découvrir de façon claire, comme actuellement on sait que le virus papilloma est associé au développement du cancer du col de l'utérus, à partir de là, on va promouvoir la vaccination pour éviter ce cancer. Le jour où on aura sauvé pour certains cancers que le virus de l'hépatite B, qui donne la jaunisse, la fièvre jaune, est associé au risque de développement de cancer du foie. Pour les cancers du sang, pour l'instant, on n'est pas arrivé là, tout en sachant que même le virus de l'hépatite C, qui est un virus qui donne certaines variétés d'hépatite, est associé au risque de développement de certains cancers du sang. Voilà, donc c'est un domaine qui est lourd. Donc au stade pour le commun du mortel, c'est de comprendre qu'il y a des facteurs qui sont cancérigènes, mais il n'y a pas de cause telle qu'elle démontrée.
Parfois, c'est une coexistence de plusieurs facteurs associés qui peut faire l'émergence d'un cancer. Parce que ce cancer, il touche depuis l'enfant. La petite enfance avant une année. Ça veut dire avant une année, les facteurs, ça provient de la mère. Durant la période de grossesse, il y a eu donc des anomalies qui ont fait que la mère a été exposée et l'enfant né avant l'âge d'une année, on lui dépiste un cancer comme une leucémie aiguë. Mais il y a aussi des facteurs que l'on acquiert au cours de la vie. Mais dire actuellement que tel enfant fera un cancer, tel adulte fera un cancer, tel n'en fera pas, mais quand on interroge dans les familles, on retrouve que dans les ascendants, il y a par exemple des facteurs, des gens qui ont des cancers dans les parents, et que dans la descendance, il y a le risque de développement de cancer qui existe. Donc, c'est le travail de recherche à faire. Donc, si le jour où nous aurons des laboratoires très développés, comme les autres, nous pourrons actuellement approprier au Congo quels sont les réels facteurs qui sont impliqués dans la genèse des cancers du sang. Dans le cas de la prévention, que dites-vous aux pompistes? Les pompistes manipulent les hydrocarbures. Bon, tous les pompistes ne développent pas des cancers. Rassurez-les. L'exposition aux hydrates de carbone, comme toutes les autres expositions, ce sont des facteurs. Parce qu'il est actuellement démontré qu'en plus du facteur macro que l'on détecte, qui soit un facteur lié à l'infection, qui soit un facteur lié aux hydrates de carbone, ou des facteurs toxiques, il faut que cela se déroule sur un terrain avec une prédisposition génétique déterminée. Donc il faudrait qu'il y ait des gènes anormaux. Ça, c'est grâce au progrès d'une technique chez nous qu'on appelle la biologie moléculaire, qu'actuellement on peut trouver certains gènes spécifiques qui prédisposent à certaines anomalies cancéreuses du sang. Donc, ce n'est pas uniquement être pompiste qu'on va faire un cancer du sang. On peut être pompiste pendant 25 ans, 30 ans, on n'a aucun risque. Ce risque arrive lorsqu'il y a des facteurs additionnels. Sinon, tous les pompistes du Congo seront chez nous à notre consultation parce qu'ils ont du cancer du sang. Mais ce sont des facteurs qu'il faut citer parce que c'est prouvé que le benzène C6H6, le benzène, est associé au risque de cancer du sang. Ça, c'est prouvé. Le benzène, c'est une composante des hydrocarbures. Bien sûr. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'automatiquement, tous ceux qui l'ont manipulé, le white sprat, ceux qui sont dans les garages, le graissage et autres, il n'est pas dit que ces gens et ceux qui produisent les hydrocarbures, il n'est pas démontré qu'ils vont le faire. Mais pour le faire, il faut des prédispositions génétiques qui existent. Voilà, il faudra que les gens soient sereins dessus, parce qu'après qu'on n'interprète pas qu'Elira a dit ici que non, les pompistes, on va abandonner le boulot de pompistes parce qu'ils sont en train de cancer. Non, ça n'a rien à voir. Il y a bien sûr des facteurs qui prédisposent, génétiques, qui font que face à un élément toxique, on peut faire le cancer. Alors, professeur, sur quoi se base le traitement du cancer du sang? Alors là, c'est un grand problème parce qu'on a fait beaucoup de progrès. En tout cas, au fur et à mesure, on a fait des progrès. Depuis le début des années 1960. Vous savez que les premiers cancers, tout le monde y mourait dans les 6 mois. Et même chez nous au Congo, moi quand j'étais encore étudiant en médecine, entre les années 1978 et 1984, dans le service où j'étais sous la tutelle du professeur Bouramou et du professeur Issou Itouangaporo, tous les patients pour lesquels on avait le diagnostic de cancer, ils ne sont plus en vie, malheureusement. Mais depuis, on a fait des progrès. Les progrès, c'est donc le défi de la discipline là que j'ai choisi. Parce que vous voyez, hein, beaucoup de gens ne choisissent pas ce qui est dur. L'hématologie. L'hématologie. C'est une discipline dure. On est en train de former des successeurs qui vont continuer dans cette discipline. Donc, par conséquent, dès lors qu'il y a des moyens thérapeutiques qu'on a développés, comme la greffe des cellules